Donc, vous avez entendu le message de Go de Zoom qui nous dit que nous allons procéder à l'enregistrement de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour parler de la thématique « Les médecins sont-ils sur Twitter ?» ou sur d'autres réseaux sociaux. Pour accompagner ce webinaire, nous sommes ravis d'accueillir le professeur Dominique Guérotte. Bonjour Dominique. Tu es Bonjour. chef de service de néphrologie au CHU de Rouen. Je te laisse te présenter en quelques instants et tu témoignes de ton retour d'expérience sur les réseaux sociaux d'ici quelques minutes. Bonjour à tous, effectivement Dominique Guérotte, je suis néphro à Rouen. Je suis ravi de participer à ce séminaire avec vous, avec Charlotte et Ronan. Moi, je suis assez impliqué sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, ça fait une dizaine d'années, et donc je serais heureux de témoigner de mon retour d'expérience personnelle qui représente pas ce que vivent forcément tous les médecins qui sont impliqués sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça donnera quand même un bon aperçu, puisque j'ai beaucoup d'échanges avec mes collègues sur leur vécu des réseaux sociaux, donc je serais heureux, après la discussion initiale, d'échanger avec vous à ce sujet. Super, merci Dominique. Charlotte, je te laisse te présenter et je me présenterai après pour une fois. Donc, bonjour Charlotte Lennon, donc je suis directrice associée de Meditup, donc l'agence de communication Meditup, et qui vous présente aujourd'hui ce webinaire. Et donc, je suis Ronan Lequéré, je suis co-directeur associé avec Charlotte de Meditup. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Les médecins sont-ils sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux ? Donc, on a décidé de commencer par un contexte, mais qui va vraiment être un contexte très succinct, puisque tout le monde sait l'importance des réseaux et comment les réseaux sont utilisés au quotidien par une grande majorité des Français. Mais l'idée, c'est de voir que vraiment la pandémie Covid a accéléré l'usage de ces plateformes sociales parce qu'on note une augmentation de 78% chez les jeunes utilisateurs et 25% chez les plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce que lors de cette pandémie Covid, ça a vraiment permis de garder un lien social, de garder contact avec son entourage et les réseaux se sont vraiment, vraiment développés. On estime à 300 millions les nouveaux utilisateurs entre avril 2019 et avril 2020 et l'année qui a suivi, on atteint les 520 millions de nouveaux utilisateurs. Donc vraiment, ça montre à quel point les réseaux se sont développés de par cette pandémie. Il faut savoir qu'on en utilisait déjà, simplement, il y a certaines personnes qui ont commencé à créer des comptes sur différents réseaux et ça a démultiplié du coup le nombre de nouveaux utilisateurs. Dans ces nouveaux utilisateurs, on a bien évidemment le grand public, mais on a également du coup les médecins, puisqu'ils n'ont pas dérogé à cette règle, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, ils font partie de ces nouveaux utilisateurs. Donc, petit tour d'horizon des réseaux en France. Tour d'horizon des réseaux en France, c'est mieux. Donc, YouTube atteint pratiquement les 50 millions, oui, j'étais là, je rajoute des zéros, millions d'utilisateurs mensuels. On a ensuite Facebook, puis Insta, Snapchat, on a ensuite WhatsApp, Messenger, LinkedIn et je n'ai plus TikTok, oui, TikTok. Du coup, on voit qu'entre YouTube et TikTok, on a déjà un énorme gap, entre guillemets, entre le nombre d'utilisateurs mensuels. Il faut savoir qu'on parle d'utilisateurs mensuels. En France, quand on voit les chiffres, on pense que c'est aussi le nombre de connexions mensuelles. Donc, c'est là aussi un petit peu entre utilisateurs uniques et connexions. Il faut faire la part des choses. Les puristes diraient que du coup, le top 3 des réseaux serait Facebook, Insta et Snapchat, puisque YouTube, c'est encore un petit peu compliqué, puisqu'en soi, ça reste quand même une plateforme de partage de vidéos qui n'est pas encore complètement considérée comme un réseau social, puisque l'objectif, ce n'est pas de communiquer avec des personnes, mais vraiment plutôt de partager de la vidéo. Et de même pour WhatsApp et Messenger, qui sont plus des plateformes de discussion que des réseaux en tant que tels. Et là, vous me direz, mais Twitter, on en est où ? Puisque notre thématique, c'était quand même, les médecins sont-ils sur Twitter ? Eh bien, on voit que Twitter actuellement est beaucoup plus bas dans le nombre d'utilisateurs mensuels, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas utilisé par une cible qui est, par exemple, beaucoup plus professionnelle que les autres réseaux. Qu'en est-il des médecins ? Alors, on a été chercher des chiffres. C'est toujours compliqué de trouver le nombre de médecins sur les réseaux sociaux. On a toutefois pu trouver des chiffres qui sont des chiffres qui ont été identifiés le 26 juin 2020, donc des chiffres qui ont désormais un peu plus de 2 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les médecins sont bel et bien sur les réseaux sociaux et notamment la ligne du bas vous montre le nombre de médecins qui avaient un compte sur LinkedIn en France au 26 juin 2020, donc près de 75 000 médecins. Et concernant les dentistes, 12 000 dentistes. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces professionnels de santé se réunissent
dans des groupes, notamment sur Facebook, et ça, ce sont les données que vous avez plus haut, avec des groupes pour les médecins anesthésistes réanimateurs de près de 11 500 personnes et 23 000 dentistes en France en exercice, et notamment les étudiants. Donc, on a fait l'exercice aussi d'aller voir sur Facebook justement un petit peu ces groupes, comment se constituaient-ils. Donc, il y a deux types de groupes. Il y a les groupes privés, donc où il faut demander une autorisation pour pouvoir intégrer le groupe, et on a les groupes publics où vous pouvez vous connecter et participer aux échanges. Et on voit qu'il y a des différences assez notables entre les groupes privés et les groupes publics, et ce qui a un intérêt particulier. Aujourd'hui, quand on prend les groupes publics, hématologie, cancérologie, on a 22 000 membres, médecins généralistes, 13 000 membres, et entre médecins qui réunit des étudiants en médecine, 18 000 membres. Et quand on vient sur des groupes privés, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des volumes qui sont aussi importants. 13 000 membres sur le groupe médecins anesthésistes réanimateurs et 109 000 membres sur le groupe cardiologie. Et ce sont des données qui ont été extraites avant-hier. Donc des données qui sont relativement récentes et qui montrent qu'il y a un intérêt pour contribuer, discuter, partager sur les réseaux sociaux au sein de groupes, ou alors justement diffuser d'autres informations que nous allons voir dans les minutes à venir. Autre point intéressant, du coup, dans nos recherches sur les chiffres clés des médecins sont-ils sur les réseaux sociaux, on a trouvé une source Medscape qui date de mars 2022, donc quand même qui est assez récente, et qui a été donc des questions qui ont été posées à un panel d'un petit peu plus de 1000 médecins. Sur ces 1000 médecins, 51% ont déclaré être sur les réseaux sociaux. Sans surprise, 72%, donc des 51%, sont des milléniaux, c'est-à-dire vraiment les plus jeunes, entre guillemets, des médecins, 55% la génération X et 45% les baby boomers. On voit que pour ceux qui ont répondu non à la question de s'ils étaient sur les réseaux sociaux, les principales raisons énoncées sont que à 72%, ils ne sont pas intéressés et à 43%, ils ont peur du manque de confidentialité. Toujours dans ce sujet Medscape, on voit que les réseaux les plus utilisés par les médecins sont Facebook, WhatsApp, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est plus un service de messagerie vraiment qu'un réseau social. 24% pour Insta, 13% pour Twitter. Donc on le voit, hein, Twitter qui était un petit peu vraiment plus bas dans les chiffres du nombre d'utilisateurs mensuels, on voit qu'ici, il ressort quand même dans le, on va dire top 3, si on enlève WhatsApp, dans le top 3 des réseaux utilisés par les médecins. Donc, 64% ont un profil uniquement personnel. Donc, ces chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ceux qui vont avoir un double profil, donc c'est 28%, ou les profils personnels, 8%. Donc, pour nous, c'est vraiment ces points-là qui vont être intéressants. Alors, ce qui est important aussi peut-être de rappeler, c'est que dans cette étude, il n'y avait pas de questions concernant LinkedIn. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas LinkedIn aussi parmi ces chiffres. Alors, il y a aussi des réseaux sociaux qui sont spécialisés, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui sont véritablement dédiés pour les professionnels de santé et pour les médecins. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on n'a pas cherché à dresser un panorama puisqu'il y a énormément de réseaux spécialisés. Cependant, ce qui est important, c'est qu'il y a des réseaux qui ont été créés il y a quelques années. Il y a des réseaux qui ont été créés dès 2012 ou dès 2013. Je pense typiquement à Melting Doc ou à HeyDoctor, qui sont des réseaux aujourd'hui qui se sont transformés soit en blog. Je pense typiquement à Melting Doc ou HeyDoctor. La page ne répondait plus il y a encore 2 jours. Donc, on ne sait pas si ce réseau social de professionnels de santé est encore actif. Toutefois, il y a des réseaux qui sont très présents, qui recueillent un grand nombre de participants professionnels de santé. Je pense typiquement à Univadis de Medscape ou à 360 Medix. Et il y a des réseaux qui ont été montés aussi par des industriels de santé. Typiquement, Community Groups, qui a été monté en 2015 par MSD, est un réseau social qui permet justement de pouvoir échanger entre professionnels de santé, échanger des cas cliniques, stocker des documents et donc pouvoir retrouver tout un tas d'informations. On citera aussi Réseau Connex, qui est un réseau qui est particulièrement intéressant, qui est un réseau social dédié aux dermatologues et qui propose de partager des cas cliniques entre dermatologues pour pouvoir faciliter et accélérer la prise en charge des patients. Vous êtes face à une pathologie ou alors à des signes cliniques que vous ne maîtrisez pas, vous allez pouvoir diffuser sur ce réseau ce cas de manière anonymisée pour pouvoir justement avoir des réponses de vos confrères, voire même adresser votre patient à certains de vos confrères. Ce qu'il est important de retenir par rapport à ces réseaux sociaux qui sont spécialisés, c'est qu'aujourd'hui, si vous souhaitez survivre, si vous souhaitez avoir un réseau social qui va véritablement être pérenne, il faut pouvoir apporter énormément de contenu et des fonctionnalités et des services à forte valeur ajoutée aux médecins. Sinon, vous n'allez pas réussir
à émerger avec votre réseau social. Alors, on pense aux créateurs et aux fondateurs de réseaux sociaux dédiés à ces acteurs. Donc, c'est véritablement important. Et c'est vrai qu'en plus, pour aller concurrencer les réseaux sociaux grand public qu'on vient d'évoquer, c'est compliqué puisque ce sont des réseaux sociaux qui sont largement développés, sur lesquels de nombreux professionnels de santé ont désormais créé un compte et qui facilitent justement l'échange sur ces plateformes qu'on va qualifier de grand public. Quels sont les usages des réseaux sociaux par les médecins? Alors, sans surprise, les médecins font la même chose que toute personne sur les réseaux sociaux, et notamment que les professionnels. En premier lieu, ce sont des espaces sur lesquels ils peuvent s'informer et faire de la veille. Dominique, tu nous présenteras un petit peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux et comment toi tu interagis avec tes confrères. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du partage de données lors des congrès, il y a des partages des études, il y a des partages de cas cliniques sur certains réseaux sociaux privés ou au sein de groupes privés. C'est aussi un moyen d'accélérer les échanges et la diffusion d'informations. On vient de citer les congrès. Il y a énormément de flux Twitter qui sont mis en œuvre au cours des congrès. Les gens témoignent et on voit désormais même des professionnels de santé qui font des restitutions des congrès sur des Facebook Live, par exemple, pour pouvoir justement faciliter la diffusion de l'information auprès de leurs confrères, donc des échanges. Et typiquement, il y a un retour d'expérience sur ASCO 2022 qui est planifié dans les jours à venir au cours d'un Facebook Live. Ce sont aussi des espaces sur lesquels vous pouvez créer des espaces collaboratifs. On a évoqué les groupes privés. On a vu que sur Facebook, on pouvait créer des groupes privés. C'est aussi le cas typiquement sur LinkedIn où vous pouvez créer des groupes privés qui vont vous permettre de n'accueillir que des membres dont vous avez la certitude que ce sont des professionnels de santé. Et au sein de ces espaces collaboratifs, on va pouvoir échanger tout un tas d'informations. Et en premier lieu, on reparle de ces fameux cas cliniques ou ces cas patients sur lesquels on va pouvoir échanger et présenter son cas avec l'ensemble de la communauté pour obtenir des réponses, obtenir des informations, peut-être avoir des diagnostics différentiels. Et on vous citera l'exemple de Twitter du hashtag DocTocToc qui permet d'interpeller ses confrères pour pouvoir justement avoir des réponses et avoir une aide. Et bien évidemment, ce sont des lieux sur lesquels on peut échanger et réseauter entre pairs. On est sur la continuité des 3 premiers usages, à savoir de pouvoir justement, encore une fois, interagir avec son réseau de confrères et pour pouvoir aussi potentiellement, Dominique, je ne doute pas que tu nous le présenteras, échanger aussi avec des professionnels qui sont localisés dans d'autres pays, qui sont à l'international, parce que c'est un moyen de garder le contact entre 2 rencontres en présentiel ou 2 rencontres lors de réunions virtuelles, par exemple. Donc, on vous donnait l'exemple de DocTocToc, qui est aujourd'hui un hashtag connu et reconnu sur Twitter et qui permet justement de pouvoir solliciter l'avis et l'aide de ses confrères. On fera un petit point aussi réglementaire et légal parce qu'il y a quand même des enjeux aujourd'hui étant donné qu'on communique sur de la data patient. On vous a donné un exemple qui a été publié donc la semaine dernière où là, on pense que c'est un ou une docteur, en l'occurrence, qui partage un cas clinique d'un homme de 77 ans qui a une lésion non prurigineuse depuis dimanche et qui sollicite justement un avis pour savoir si d'autres confrères pourraient l'aider dans l'analyse justement de cette lésion qui est visible sur la photo et on voit qu'il y a du partage de photos. Instagram peut aussi s'y prêter et on revient sur l'exemple de Réseau Connex qui est un réseau qui partage justement des images et des données cliniques sans données patients, sans données nominatives sur les réseaux. On vous cite un exemple aussi d'un interne en pédiatrie au CHU de Rouen. Alors, nous nous sommes beaucoup focalisés sur le CHU de Rouen au cours de ce webinaire, mais qui est donc ped.urge. Donc, ça, c'est le nom. C'est un interne en service de pédiatrie qui a notamment débuté son compte Instagram lorsqu'il était aux urgences de pédiatrie. Et l'ambition de PedUrge, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation et de la vulgarisation de différents bobos, de la bobologie ou de cas plus graves à destination des jeunes parents qui ont des enfants en bas âge pour éviter justement un afflux aux urgences de patients et de jeunes patients en l'occurrence qui potentiellement n'auraient pas de pathologie grave. Et l'autre aspect de ce compte, ce qui est intéressant, c'est qu'il mixe les deux, c'est qu'il fait aussi énormément d'informations et de conseils aux internes pour les aider
soit dans le concours, soit dans les examens, soit répondre à des questions sur la thématique des urgences pédiatriques. On voit qu'il a 105 000 followers, donc on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent véritablement de constituer des communautés importantes, nombreuses et larges. Et on verra qu'en plus, il y a un rajeunissement de l'audience avec ces réseaux sociaux. Si Padur, je vous intéresse, petite digression, oui. On l'a interviewé et son interview est présente sur notre site internet. Dans les podcasts. Dans les podcasts. Donc, on a parlé des problématiques légales parce qu'effectivement, lorsqu'on va communiquer, que ce soit entre ses pairs, avec le grand public ou en tout cas sur un réseau, il y a des problématiques, des points légaux à respecter. Donc, toutes les informations délivrées sont soumises aux obligations des articles 13 et 14 du Code de déontologie médicale, c'est-à-dire que les médecins doivent faire preuve de prudence à avoir le souci des répercussions de leurs propos auprès du public, notamment en évitant de divulguer et encore plus de promouvoir des thérapeutiques, procédés ou techniques non éprouvés. Donc déjà, de manière générale, il va falloir vraiment encadrer le discours que l'on va pouvoir donner sur les réseaux. Et si on reprend des extraits du livre blanc de la déontologie médicale, on voit que les médecins doivent se montrer vigilants sur l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes et par conséquent de l'ensemble du corps médical, qu'ils ne doivent pas servir à promouvoir les médecins ou à racoler des patients. Les médecins doivent protéger la confidentialité de leurs patients. Donc, il faut, par exemple, si on utilise de la photo, il faut bien que ce soit anonymisé, il faut être sûr qu'on ne puisse pas reconnaître le patient. Et enfin, les médecins modérateurs de forums santé grand public doivent veiller à ce que leur intervention ne soit pas assimilée à des avis d'experts. Donc déjà là, on voit que c'est très réglementé. On n'a pas rajouté, mais par exemple sur Facebook, les médecins n'ont pas le droit de devenir amis avec des patients. Ça, c'est aussi dans le code de déontologie médicale proposé par le CNOM. Donc on voit voilà, que vraiment c'est encadré et on voit qu'il y a eu quand même quelques dérives parce qu'on en a juste cité deux, mais en 2020, il y a un groupe Facebook de médecins qui se moquaient des patients. Donc, c'était un groupe qui était privé, mais des médecins ont remonté les messages au Conseil de l'Ordre des médecins qui, du coup, s'est penché sur ce cas-là. Et c'est vrai que les associations ont eu vent de ces messages et donc, ils se sont indignés. Donc, il y a tout un article là-dessus. Et du coup, voilà, là, clairement, on ne respectait pas le code de la déontologie précisé avant. Et de même, un article de 2022 concernant un chirurgien esthétique qui fait du racolage sur les réseaux sociaux. Il a énormément de followers. Il faisait beaucoup de photos avant-après, ce qui n'est pas autorisé non plus par le code de la déontologie. Et du coup, il a biaisé les messages et il a séduit des patients qui, au final, n'ont pas eu le résultat escompté. Donc, on voit vraiment qu'il y a un code de la déontologie à respecter qui, parfois, comme partout, il y a quelques dérives. Mais du coup, voilà, c'est quand même très, très encadré ce que les médecins peuvent faire sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi s'intéresser aux réseaux sociaux? Puisque tout le monde aujourd'hui utilise les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux, mais plus spécifiquement pour les médecins. Aujourd'hui, on a une nouvelle catégorie ou une nouvelle typologie d'acteurs qui s'est créée, qu'on appelle les Digital Opinion Leaders. Alors, qui n'est pas complètement en opposition avec les Key Opinion Leaders, qui est un terme aujourd'hui largement répandu, mais qui en fait ont une compétence complémentaire, supplémentaire à ces Key Opinion Leaders, mais potentiellement pas non plus le même niveau de reconnaissance nationale, voire internationale, ou d'expertise sur des thématiques de santé. Toutefois, ils ont, on l'a vu, des communautés aujourd'hui qui sont grandissantes, qui sont réunies autour de spécialités, de pathologies ou de thématiques spécifiques de soins et qui justement ont une portée, une résonance dans les messages qu'ils peuvent diffuser qui sont véritablement très importantes et beaucoup plus importantes que les Key Opinion Leaders sur ces leviers digitaux. Quelle est la différence réelle entre un Key Opinion Leader et un Digital Opinion Leader? Les Key Opinion Leaders, on vient de l'évoquer, ce sont des personnes qui sont connues, qui sont reconnues, dont les avis comptent lorsqu'ils diffusent de l'information médicale et qui ont une répercussion importante auprès de leurs pairs. Les Digital Opinion Leaders sont en fait souvent des acteurs plus jeunes qui n'ont pas forcément le même niveau de reconnaissance ou d'expertise, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais qui n'ont pas forcément ce même niveau de reconnaissance en termes de maîtrise ou de légitimité pour diffuser de l'information médicale, mais qui toutefois ont ces fameuses communautés qui sont beaucoup plus larges et qui en plus potentiellement permettent d'atteindre des cibles que vous ne réussissez pas à atteindre aujourd'hui,
on va typiquement parler des internes qui peuvent suivre justement ces Digital Opinion Leaders et que vous n'arrivez pas à adresser lors de vos campagnes. Et donc, ces Digital Opinion Leaders, ils ont une présence sur les réseaux sociaux, ils ont une aisance sur les réseaux sociaux qui permet justement de diffuser de l'information auprès de communautés que vous n'allez pas réussir, ou en tout cas auprès de personnes que vous n'allez pas réussir à adresser via les canaux usuels et traditionnels. Comment identifier des Digital Opinion Leaders? Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de sociétés qui se sont positionnées sur ce qu'on appelle le social media intelligence. Vous avez un site qui est intéressant à aller découvrir, qui est le site Simpler, qui vous propose donc qui est spécialisé dans le domaine de la santé et qui propose de lister les futurs congrès qui vont être diffusés et avec des mots-clés, un hashtag Twitter qui va être utilisé pour pouvoir justement relayer de l'information sur ces réseaux sociaux. Et si vous prenez un hashtag, vous allez pouvoir voir le top influenceur. Alors ça, c'est ce qu'ils fournissent en accès gratuit. Et ça, c'est le dernier congrès ESH 2022 que nous n'avons pas choisi par hasard exactement, puisque vous verrez que Dominique Guérotte fait partie des top influenceurs sur cet événement. Et Dominique, tu nous en parleras juste après. Donc, il y a des sites qui sont spécialisés sur Social Media Intelligence. On a été vous chercher un site qui vous propose des données qui sont accessibles en accès libre, mais il faut savoir qu'il y a des acteurs qui sont spécialisés, qui vont vous permettre de pouvoir établir des cartographies des influenceurs et en fonction des thématiques, ils vont pouvoir aller chercher les mots-clés qui sont utilisés pour pouvoir véritablement affiner de manière très granulaire, pour ne pas dire fine, les médecins avec lesquels vous pourriez potentiellement collaborer justement pour mettre en place une stratégie réseau social. Du coup, on a vu comment les trouver, mais maintenant, à quoi ça sert, entre guillemets. Donc, le fait d'intégrer les Digital Opinion Leaders à vos campagnes, c'est une formidable opportunité pour vraiment développer vos stratégies de communication digitale. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire le relais de vos messages sur les pans digitaux et ça va permettre de toucher, de rayonner auprès d'une cible que peut-être vous n'auriez pas pu toucher autrement. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'obtenir les emails des professionnels de santé et encore plus qu'ils les ouvrent lorsque vous les avez. Ici, vous allez passer par un influenceur sur les réseaux pour communiquer sur vos messages. Donc là, vous êtes sûr que le message il va être vu et entendu par une cible de professionnel. Ce professionnel qui va communiquer sur vos messages, il maîtrise et il a une aisance pour les outils digitaux. Donc parfois, lorsque vous pouvez être un peu réfractaire ou que vous n'avez pas de community manager ou que voilà, vous n'êtes pas accompagné sur ce côté pan réseaux sociaux, vous allez confier votre communication, entre guillemets, à un Digital Opinion Leader. La communauté de ce Digital Opinion Leader, elle est toujours en croissance permanente. C'est rare de perdre des followers, on en gagne au fur et à mesure, on gagne en notoriété, on gagne en visibilité et par ce biais-là, notre communauté augmente. C'est-à-dire qu'en travaillant dès maintenant avec un Digital Opinion Leader, d'ici quelques années, ce Digital Opinion Leader, il aura une communauté qui sera encore plus large, encore plus grande et vous pourrez du coup toucher encore plus de personnes. C'est aussi une communauté qui est plus jeune, c'est-à-dire que ça vous permet de toucher les nouveaux arrivants, entre guillemets, les nouveaux médecins, et qui parfois sont aussi les plus durs à toucher parce que parfois les plus réfractaires aux messages des industriels. De l'autre côté, par contre, il faut savoir qu'il y a des prérequis à adresser, c'est-à-dire que le digital leader, opinion leader qui va communiquer sur votre message, il faut qu'il ait une liberté de parole, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lui dire quoi communiquer. Vous vous adressez à lui, mais c'est lui qui va communiquer auprès de sa communauté. J'ai réussi. On est vraiment sur un système d'influenceurs. Les influenceurs, que ce soit même dans le grand public, vous proposez un produit, ils le testent, ils disent ce qu'ils veulent. Et c'est exactement pareil ici. Vous allez communiquer sur vos messages, les points clés, mais cette liberté de parole est très importante pour le digital opinion leader. Par contre, vous allez pouvoir essayer de co-construire des messages parce qu'on sait aussi la problématique des industriels de santé lorsque tout doit être contrôlé, tout doit être vérifié. Ici, vous allez pouvoir aussi essayer en tout cas de co-construire. Par contre, comme on l'a dit, la liberté de parole, c'est lié également à la transparence, c'est-à-dire que lorsqu'il va communiquer, le message, il doit être légitime, il doit être crédible, on doit vraiment être sur quelque chose qu'il va pouvoir défendre et soutenir auprès de sa communauté. Alors, Dominique, nous allons donc t'interviewer et que tu puisses nous partager justement un retour d'expérience. Aujourd'hui, tu as 1975 abonnés à Twitter, 769 abonnés sur LinkedIn.
Donc, on voit que tu utilises Twitter et LinkedIn, mais la première question, c'est aujourd'hui, quels sont les autres réseaux sociaux que tu utilises? Est-ce que tu n'utilises que des réseaux sociaux grand public ou est-ce que potentiellement tu utilises des réseaux sociaux spécialisés, adressés exclusivement aux professionnels de santé et aux médecins? Alors, rebonjour à ceux qui nous ont joints entre deux. Non, j'ai volontairement sélectionné les réseaux sociaux pour des raisons de temps. Je pense que tous les gens qui sont connectés aujourd'hui sont des gens qui ont des vies assez remplies. C'est aussi mon cas. Et je trouve que c'est une source de perte de temps importante, les réseaux sociaux, si on ne sélectionne pas. Donc moi, j'ai aucun réseau social que j'utilise à but personnel d'échange avec les amis. C'est-à-dire que j'étais sur Facebook et j'ai un compte qui est 100, que je n'utilise pas du tout. Et donc, je me suis focalisé sur Twitter comme réseau social avec comme seul objectif au départ de retrouver des informations un peu différentes et on va dire plus précises et plus fraîches que je ne trouvais dans la littérature médicale telle qu'on la recherchait il y a une dizaine d'années. Donc, clairement, Twitter, c'était mon premier réseau social. LinkedIn, c'est un peu par opportunité derrière. Et effectivement, les cibles ne sont pas les mêmes, mais en tant que néphrologue, en tant que médecin, j'y trouve moins d'intérêt, même si j'y suis présent comme pas mal de médecins. Et les autres réseaux sociaux, clairement, WhatsApp, moi, je ne le considère pas comme un réseau social, même si je sais qu'il peut être classé comme tel, moi, je suis dessus. Signal aussi, mais c'est un peu le même genre d'échange, mais que je ne considère pas vraiment comme un réseau social au même titre. En tout cas, je ne l'utilise pas comme tel. Et Facebook et Snapchat, j'ai des comptes, mais qui ne me servent pas. Donc finalement, je suis clairement sur ces deux-là, LinkedIn et Twitter, avec un gros penchant pour Twitter. D'accord. Et sur les réseaux sociaux spécialisés professionnels de santé, tu ne t'es jamais connecté sur cela, tu n'as jamais créé de compte? Non, alors je dois avoir un compte sur Medscape, mais c'est plus finalement leur fil d'infos par mail qui me parvient. J'avoue que ce n'est pas une source d'information et c'est absolument pas une source d'échange pour moi, donc je ne suis pas dans ces réseaux sociaux-là. Plus peut-être par méconnaissance que par manque d'intérêt. En tout cas, j'ai pas été sensibilisé à ça. Je n'ai pas eu d'échange avec mes collègues qui me démontraient l'intérêt non plus. Donc pour l'instant, c'est vrai que je n'y suis pas. D'accord. Alors, tu viens de nous évoquer que tu étais principalement sur Twitter, qui était un média sur lequel justement tu peux pouvoir accéder à de l'information plus fraîche. Ton utilisation de Twitter, quelle est-elle? Et toi, tu diffuses de l'information, tu viens justement à la recherche d'informations. C'est un c'est un réseau social qui va très vite quand même parce que c'est du mini texting. Ce sont des messages très courts. Désormais, on peut ajouter des photos. Mais c'est vrai que c'est un réseau sur lequel, en fonction du nombre d'abonnements, on voit que tu as quand même 634 abonnements. Ça veut dire que tu as quand même un fil d'actualité qui va très, très vite. Ouais, alors Twitter, en fait, mon intérêt, mon utilisation de ce réseau social a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, donc ça doit faire une dizaine d'années, j'y allais uniquement pour puiser des infos. Et c'est ce que la plupart des médecins qui se connectent à viser uniquement professionnel. Hein. Je mets de côté tout le côté perso parce que je pense que ça n'a pas grand-chose à voir là-dedans, même si ça peut mixer un peu le nombre de followers et l'utilisation. En tout cas, pour le côté purement perso, c'est pour aller chercher en suivant des digital opinion leaders, comme tu dis, ceux qui finalement vont renvoyer des informations pertinentes, d'aller chercher les infos de la littérature vraiment au jour le jour avec des interprétations qui sont souvent plus pertinentes que si on lit juste un abstract sur PubMed. Ça, c'est vraiment mon utilisation, on va dire, dans les 2-3 premières années, c'est-à-dire que je n'y étais présent que pour lire. Et puis finalement, mon utilisation du média social a évolué avec le temps, puisque j'étais quand même parmi, je pense, les premiers de ma discipline à être sur Twitter. Et donc, au fur et à mesure, je dirais indépendamment de ma volonté, on devient Digital Opinion Leader. Et donc, je renvoie des informations, puisqu'étant au courant assez vite, c'est une façon juste de les retweeter ou de se les réapproprier un peu, de les contextualiser. Et donc, finalement, alors que ce n'était absolument pas l'objectif au départ, on se retrouve à être assez visible. Et l'autre intérêt que j'y vois du coup, c'est donner une vision positive de l'équipe dans laquelle on travaille, une vision de quelqu'un de dynamique, d'une équipe qui bosse bien. Voilà, ça c'est un peu ce que chaque entreprise peut attendre d'un réseau social quand elle est dessus. Bah, finalement, alors que ce n'était pas l'objectif au départ, ça devient maintenant un des intérêts de ce réseau social. Et puis la troisième chose, c'est partager des actualités, des congrès. Donc tu disais tout à l'heure que il y avait le congrès d'hypertension artérielle du week-end dernier où j'étais présent. Bah, en fait, je suis dans les réseaux sociaux pour plusieurs sociétés savantes. Et donc,
je fais partie des groupes médias sociaux qui retransmettent les informations pertinentes pour les sociétés savantes. Et donc, notamment, sur les congrès de ces sociétés savantes, on essaye de renvoyer les principales infos du congrès. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, aujourd'hui, ça fait partie des choses les plus pertinentes, je pense, des réseaux sociaux pour les professionnels de santé. C'est qu'on a un accès direct aux infos des congrès qui sont renvoyés par des membres. Donc, en synthétique, voilà mon utilisation et l'intérêt que j'y vois. LinkedIn, ouais, beaucoup moins, mais même si je sais que pour les industriels, il y a une vision qui est très différente, parce que dans le milieu professionnel non médical, ça a une place qui est très différente. Donc, j'y vois plus un intérêt d'interaction avec les industriels, mais de par ma place dans les sociétés savantes, plus qu'à titre personnel. D'accord. Est-ce que justement, on évoquait le fait que depuis la pandémie Covid, il y avait eu un développement. Est-ce que toi, tu as constaté ça sur tes réseaux sociaux et notamment sur Twitter, peut-être avec de nouvelles personnes ou personnalités qui n'y étaient pas et qui justement ont émergé sur ces réseaux? Tu as pu le constater ou pas forcément? Oui, alors je pense qu'il y a un impact Covid, mais aussi parce que du coup, les échanges en direct dans les congrès ont disparu. Donc, le fait de passer tous les congrès en digital ou en hybride maintenant fait que on cherchait aussi d'autres moyens d'interagir. Donc, clairement, la Société européenne de néphrologie et francophone de néphrologie dans laquelle je suis, on investit massivement Twitter à ce moment-là. Donc, ça a certainement impacté. L'autre élément qui a changé, je pense, sur les 2-3 dernières années, c'est des gens qui ne sont pas dans la génération Twitter, je vais encore me considérer comme étant jeune, si ça ne vous dérange pas. Donc, on va dire qu'ils ont entre 50 et 70 ans, se retrouvent sur Twitter. Certains sont devenus des Digital Opinion Leaders malgré le fait qu'ils n'avaient pas le bagage initial. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a évolué. C'est peut-être aussi la pandémie qui a joué là-dessus. Ils ont réussi, ça, pour le coup, c'était des KOL de base et qui sont devenus des BOL en plus sur cette période-là. Peut-être un peu à cause du Covid. Tu évoquais précédemment que tu voulais aussi montrer sur les réseaux sociaux que vous étiez une équipe dynamique, une équipe jeune, justement, qui montrait son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de toi, il y a d'autres de tes collaborateurs et collaboratrices qui sont sur les réseaux sociaux et qui, justement, ont un peu un rythme de publication aussi important que le tien? Oui, dans ma discipline, je dirais qu'on est en France, on doit être à peu près une dizaine à être à peu près à ce niveau de visibilité peut-être, mais en dessous, il y a probablement, juste dans ma discipline de néphro, à peu près 200 néphrologues en France, hein, et là je parle que de la France, donc après quand on pense francophonie puis plus large, c'est quand même très important. Et puis, il y a tous ceux qui regardent, mais qui voient toutes les infos, mais qui ont l'air d'avoir un compte qui dort, mais qui, en fait, dès qu'on parle avec eux, disent, oh, hier tu as posté ça, ça m'a intéressé. En fait, ils ont 5 followers et ils suivent 20 personnes, mais en fait, ils sont au courant de tout quand même. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact des réseaux sociaux sur ce que les médecins apprennent, en tout cas. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement aujourd'hui on parle de comptes actifs, mais il y a des comptes qui sont actifs même s'ils ne publient pas, mais qui sont toujours effectivement là pour collecter de l'information, récupérer de l'information. J'ai une autre question parce que tu évoquais les congrès, on parlait de congrès internationaux. Aujourd'hui, tu postes en français ou tu postes exclusivement en anglais? Alors, je pense que, c'est ma vision des choses, il faut faire des choix. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix d'être purement pro sur mon compte, enfin à 99%, on va dire. Et puis, mon deuxième choix, c'était de privilégier la cible internationale, parce que comme j'y étais pour trouver des infos, en fait, il faut que je sois dans un domaine international, parce que si je me limite aux francophones, ça peut être bridant. Et donc, je poste, on va dire, à 80% en anglais et 20% en français, parce que j'ai aussi des messages que je veux faire passer. Mais si je ne postais que en français, je pense que je perdrais. Je pense que je suis suivi aux 3/4 par des non-francophones. Donc, voilà, sur les 2000 à peu près qui me suivent, je pense qu'il doit y avoir à peu près 500 Français francophones. Et donc, c'est majoritairement en anglais, oui. D'accord. Est-ce que via les réseaux sociaux, tu as pu rencontrer des personnes auxquelles tu n'aurais potentiellement pas eu accès si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a créé des relations qui se sont transformées aussi, comme on dit, in real life? Clairement, il y a des communautés de Twitter qui se retrouvent dans les congrès. Et les gens se retrouvent comme si en fait on était amis depuis toujours. C'est d'ailleurs un peu étonnant, comme le IRL des congrès est parfois disproportionné par rapport à ce qu'on imaginerait. Ouais. Donc oui, ça c'est très clair. D'accord.
et ça t'a ouvert potentiellement des collaborations que tu n'aurais peut-être pas pu mettre en place au niveau de tes projets de recherche ou de type d'action comme celle-ci? Ouais, j'ai même publié un article sur Twitter pendant le Covid avec des collègues de Twitter. Donc, effectivement, il y a des collaborations. J'ai rencontré un cardiologue très influent au congrès d'hypertension le week-end dernier qui m'a dit il faudrait qu'on écrive ensemble un article sur un certain sujet, uniquement à cause de Twitter. Sinon, il serait venu me parler d'autre chose, mais on n'aurait jamais eu l'idée de cette collaboration-là. Ouais. Donc, on voit véritablement l'impact du digital. Tu es considéré comme un key opinion leader, mais en plus un digital opinion leader. Et on voit qu'effectivement, via le relais sur les réseaux sociaux, ça permet de créer de nouvelles collaborations et potentiellement justement d'accéder à des publications internationales. Donc, effectivement, c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai deux autres questions. Donc, tu évoquais que c'était principalement du professionnel. Tu faisais très peu de personnel. Tu as des patients avec lesquels tu es en contact sur les réseaux sociaux? Je pense plutôt à LinkedIn d'ailleurs, peut-être qu'à Ouais. Twitter, parce que c'est pas le même type Alors, d'échange. oui et non. Les patients avec qui je suis en contact, c'est-à-dire qui font partie de mes connexions, c'est des patients qui ils sont présents pas au titre purement personnel. C'est-à-dire que je me refuse à être ami, comme on dit, même si ça ne veut pas dire grand-chose, avec des patients, je refuse la connexion. Par contre, il y a des patients qui sont au titre de la représentation de patients experts ou qui font partie d'associations ou qui sont particulièrement influents de par leur prise de position. Et ben, ceux-là, j'interagis volontiers avec eux, puisque finalement, on est dans la co-construction d'un modèle de soins. Et comme je fais partie aussi des sociétés savantes, je pense que j'ai un rôle de fluidification. Donc, ouais, ça, j'ai aucun mal à interagir avec ces patients-là, mais uniquement dans un contexte de discussion globale sur la santé, absolument pas sur des problématiques personnelles. Là, D'accord. moi, je me refuse à interagir. D'accord. Et avec des industriels de santé? Alors, les industriels de santé, c'est une bonne question. Donc, moi, j'ai été sollicité par quelques industriels de santé pour discuter de ces problématiques-là et pour voir ce qui était possible. Je n'ai pas d'interaction directe, c'est-à-dire que je ne suis pas en lien direct avec les industriels pour relayer leur contenu. Je considère que j'ai une certaine indépendance de penser et j'utilise le réseau social pour faire passer ce que je connais moi. Mais après, il y a des choses qui me paraissent particulièrement pertinentes que les industriels peuvent apporter. Ce n'est pas mon utilisation actuelle, mais je ne me refuse pas à interagir avec eux si les choses sont objectives, entre guillemets, et que ça peut être constructif pour les gens qui me suivent. D'accord, très bien. Euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution des réseaux sociaux? Question un peu piège, mais dans les années à venir, justement, par les professionnels de santé. Est-ce que tu penses que ça va devenir véritablement des communautés où tout le monde va interagir? Est-ce que tu vois d'autres évolutions des réseaux sociaux? Bah, je trouve que moi, je ne suis pas un expert du panorama des réseaux sociaux. Quand on voit comment ils évoluent, je ne sais pas si c'est facilement prédictible. Et puis, je pense que selon les cibles de population, c'est très différent. On a l'impression que les jeunes, c'est les ados qui déterminent le réseau social de demain. Donc, peut-être que les ados d'aujourd'hui, dans 10 ans, seront les médecins qui détermineront quel réseau social sera important. Moi, je suis juste convaincu d'une chose, c'est qu'indépendamment du réseau social en question, je pense que ça prend une place, enfin, je constate que ça prend une place croissante dans les connaissances et dans les interactions entre les professionnels de santé, je dirais au-delà des médecins, les IPA, les infirmières, etc. Moi, je pense que c'est une erreur quand on veut avoir un peu de poids comme industriel de santé ou comme communicant et éventuellement comme médecin, mais ce n'est en général pas notre objectif, de ne pas être présent sur ces réseaux sociaux. Ça augmente la visibilité et ça permet justement de créer de nouvelles relations avec de nouvelles personnes auxquelles on n'aurait peut-être pas potentiellement eu accès. Super. Merci Dominique. Est-ce que tu veux nous partager une autre information sur laquelle nous n'aurions pas discuté? Non, je pense qu'il y a quelques industriels qui écoutent et donc peut-être qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui peut intéresser les médecins. Donc, Merci. globalement, c'est pas forcément une question simple. C'est-à-dire que je pense que chaque médecin va y chercher des choses un peu différentes. Moi, je vais vous dire ce qui ne m'intéresse pas sur les réseaux sociaux des industriels, c'est tout ce qui est mise en avant enfin, ce qui est normal sur un réseau social, hein, c'est mise en avant du travail positif, du corporate. Ça, c'est des choses que je ne vais pas aller chercher et que je ne vais jamais retweeter, qui vont être neutres finalement dans mon flux. Ce qui peut m'intéresser, c'est que vous nous donniez des nouveautés. On vient d'avoir la mise sur le marché de tel médicament, tel effet positif ou négatif a été décrit de façon la plus objective possible, une infographie propre, non vendeuse, on va dire, de tel médicament ou de telle pathologie qu'on puisse réutiliser éventuellement dans un topo ou pour des patients. Ça, c'est des éléments qui font que je vais suivre et éventuellement relayer un industriel.
Mais quand on regarde, j'ai refait un peu le tour ces derniers jours des principaux comptes des industriels, je dirais que 80-90% du flux qui est sur les réseaux sociaux n'a pas d'impact sur moi et ne sera pas retweeté. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la communication telle qu'elle est faite par les industriels n'est pas faite pour que les médecins la lisent et s'y intéressent. Mais c'est peut-être volontaire. Mais en tout cas, ça ne correspond pas aujourd'hui à ce qu'on attend. Donc, je pense qu'il y a des choses à retravailler, soit sur le compte institutionnel, soit éventuellement créer un compte parallèle dans lequel le nom est un peu différent, qui ne soit pas caché, mais qui soit plus facile à reprendre et où l'info pour les médecins soit plus ciblée. Donc, plutôt des résultats d'études, des infographies qui peuvent restituer justement les données clés, les résultats clés, peut-être la méthodologie des études. Donc, des contenus justement qui permettent de démontrer l'evidence-based medicine et les résultats clés. Par exemple. Super. Merci Dominique de ton temps. C'était vraiment très sympathique de nous consacrer du temps ce matin. On sait que tu avais un autre engagement juste après. Donc, on te remercie encore une fois énormément. On vous laisse poser les questions sur le chat. Il y en a peut-être déjà certaines qui sont arrivées. Malheureusement, la réglementation sur la communication concernant… Alors, excuse-moi, j'ai perdu la… Sur la communication concernant les produits de santé est limitante sur ce sujet. On est d'accord, effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de promotion, donc de promouvoir vos produits. On doit rester sur l'environnement. Et je pense que quand Dominique évoque des résultats d'études, on reste sur des points environnement. Il faut dire que la promotion des produits de santé est très réglementée sur les réseaux sociaux. Sinon, on communique beaucoup plus sur ces sujets. Oui, on est d'accord, effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes industriel de santé très encadré, on le sait tous, par le Code de santé publique, par toute la communication que vous pouvez faire auprès d'une part des professionnels de santé, auprès d'autre part du grand public, avec des réglementations qui sont effectivement très différentes. Je pense que le message de Dominique, et tu confirmeras ou infirmeras, c'est effectivement avoir des données qui ne sont pas de la promotion du produit, mais des données clés sur les molécules potentiellement qui vous permettent justement de pouvoir valoriser des nouveaux traitements en restant dans un point environnement. À partir du moment où vous n'êtes pas seul non plus sur la pathologie, on revient sur des contraintes réglementaires. C'est compliqué. Je ne sais pas si tu as un point à évoquer par rapport à ce sujet-là, Dominique. Oui, peut-être juste un truc qui est nouveau, qui peut intéresser les industriels, c'est les tutorials. Donc, en fait, c'est des façons de faire de l'enseignement sur les réseaux sociaux. En fait, on fait une sorte d'article de revue avec des tweets. Et il y a une société américaine qui fait de la formation médicale continue, sponsorisée par l'industrie, et qui fait du coup des tutorials comme ça. C'est, je pense, pour les industriels, une façon de soutenir de la formation médicale continue sur Twitter, de se donner de la visibilité et en même temps d'augmenter les données intéressantes pour les médecins sur les réseaux. Donc ça, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder le site académique CME, académique CME, tout attaché, et vous verrez un des exemples. Il n'y a pas ça en français pour l'instant, mais je pense que ça, c'est une piste potentiellement intéressante si les industriels veulent être un peu plus présents sur le réseau social. Merci pour ce lien, on va le partager effectivement dans notre présentation. Il y avait d'autres questions précédemment, non ? Non, j'ai répondu. Tu as répondu. Bon, voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste encore 4 minutes. On a réussi à mobiliser le professeur Guérotte jusqu'à 9h45. Ah ben non, mais il y a une conclusion. Parce que, bon, on a fait du coup quand même pendant ces 40 minutes un panel assez large du coup des problématiques, du contexte, de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Mais du coup, les médecins, on le voit, sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux grand public, notamment les plus jeunes. Donc, il y a une vraie cible à aller toucher et une vraie présence à avoir. Les médecins sont des relais de l'information médicale, c'est exactement ce que Dominique disait, vers leurs pairs et également pour certains, vers les patients. Les digital opinion leaders, ils vont être complémentaires puisque certains key opinion leaders sont également digital opinion leader, mais comme l'a bien expliqué Ronan, parfois on peut être digital opinion leader sans être pour autant key opinion leader. Donc les deux cibles sont intéressantes dans vos campagnes de communication pour vraiment pouvoir adresser à la fois un panel très large de cibles et également de canaux via le digital ou via des congrès par exemple. Tout à fait. On vérifie qu'on n'a pas d'autres questions qui sont arrivées. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Oui. On a encore quelques minutes pour y répondre. S'il n'y en a pas, on va tous vous remercier. Je regarde le module de chat. On va tous vous remercier, donc toutes et tous, d'avoir participé à ce webinaire ce matin. Nous espérons qu'il a pu vous apporter des éclairages, des éclaircissements. On te remercie énormément, Dominique, pour ta participation encore une fois et pour justement ta vision de l'usage des réseaux sociaux par les professionnels de santé, plus spécifiquement par les médecins. On te souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end par la suite. Et de la même manière, nous souhaitons une très bonne journée, un très bon week-end à toutes et à tous. Merci encore. Merci Dom, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.